infrastructures linéaires, les infrastructures linéaires sont des structures qui sont construites de façon horizontale et qui nous permettent au fait de passer d'un point à un autre. Et ce sont des structures qui sont tellement vitales pour le développement économique de notre pays. Alors aujourd'hui, parler de ces structures, des ouvrages, nous ramène à un peu la stabilité. Comment ces ouvrages deviennent instables une fois construits, durant une durée quelconque, avant même la date de, de garantie, on constate que ces infrastructures subissent souvent des dégradations. Alors le problème est que ces infrastructures ont souvent un petit souci concernant l'interaction permanente avec le sol. Donc leur interaction permanente avec le sol est souvent exposée à des risques géotechniques. Et lorsqu'on dit les infrastructures linéaires, ici on fait allusion aux routes, on fait allusion par exemple au chemin de fer Congo-Océan que nous avons, la route nationale qui relie Pointe-Noire et Brazzaville. Il y a également euh, les lignes électriques, bien évidemment. Alors, ces infrastructures euh, posent problème au niveau des couches. Ces infrastructures, au fait, sont reposées sur des structures qu'on appelle des sols, qui constituent les différentes couches de la chaussée. Alors, connaître le comportement, le caractéristique de ces différentes couches des chaussées nous permet, au fait, de savoir si les infrastructures peuvent être prolongées, peuvent avoir une longue durée de vie, ou encore ces infrastructures euh, sont ou encore ces infrastructures sont instables ou pas. Alors, donc, au niveau de l'interaction, on va étudier, on va essayer de regarder de fond en comble quelles sont les structures qui sont susceptibles de recevoir ces infrastructures, quelles sont les structures qui sont instables ou stables à recevoir ces genres de structures. Alors, au Congo, comme infrastructure, nous avons la route, comme j'ai cité au début, nous avons la route nationale, nous avons également le chemin de fer Congo-Océan et nous avons les lignes électriques, les pipelines. Alors, assurer leur gestion, on revient à étudier de fond en comble les caractéristiques des sols qui leur supportent. Alors, sans plus tarder, on va regarder l'objectif de notre conférence. Cette conférence a pour objectif d'identifier les principaux risques géotechniques de ces infrastructures et ensuite nous avons analysé les défis techniques, économiques et organisationnels lors de la construction, les entretiens de ces infrastructures. Après, nous allons présenter les solutions pratiques et innovantes pour une gestion efficace de ces infrastructures. Ici, du point de vue objectif et du point de vue identification de risques, on va regarder, par exemple, dans le cas des infrastructures routières, pourquoi nous avons beaucoup plus des dégradations, pourquoi les routes subissent beaucoup plus des dégradations dans notre pays, par exemple, dans les zones tropicales. Quelles sont les conséquences, quelles sont les causes qui poussent la dégradation de ces infrastructures? Et avant même qu'on puisse être, avant la date de garantie, on constate que ces infrastructures subissent des dégradations de façon prématurée. Et pour ce faire, on va d'abord identifier ces infrastructures, les risques majeurs, les risques généraux au niveau de ces infrastructures. Ensuite, nous allons analyser les défis. Les défis, ici, ce sont des problèmes les problèmes techniques auxquels on peut faire face lors de la conception, lors des entretiens et ensuite lors de la modélisation de ces infrastructures routières. Et en troisième point, nous allons présenter les solutions pratiques et innovantes. Donc, on va présenter les solutions pratiques et innovantes pour ces infrastructures. Donc, pour permettre la durée, pour rallonger au fait la durée de vie de ces infrastructures, plus haute que la route, le chemin de fer et tout ce que nous avons comme infrastructure linéaire qui s'est construit de façon horizontale. Alors, c'est pourquoi, avant d'aborder notre sujet, on va passer au troisième point
troisième point qui n'est autre que le climat. Alors, pourquoi on doit parler un peu du climat? Aujourd'hui, le climat joue un rôle majeur de façon négative, voilà, joue un rôle majeur et négatif, impacte de façon négative les structures linéaires. Donc, entre les climats et les structures linéaires, il y a une relation, mais qui est souvent plus négative. Pourquoi? Parce que le climat à travers ses effets, donc la précipitation par exemple, le climat à travers ses effets, la précipitation, le changement, alternance de changement, sécheresse, pluie, peuvent impacter négativement nos différentes infrastructures. Alors donc pour tout ingénieur, géotechnicien ou encore tous les experts, pour tous les experts de ce domaine, il est donc crucial de maîtriser d'abord le climat de la zone avant d'ériger toute construction, car il y a un impact négatif, souvent, le plus souvent, entre le climat et la relation entre le climat et les infrastructures à ériger. Donc, plus on connaît le climat de la zone, plus on peut élaborer les méthodes pour permettre de telle sorte que les futures constructions puissent résister à nos climats. Et dans la zone tropicale, par exemple, nous avons comme climat, nous avons un climat équatorial et des précipitations annuelles varient de 1200 à 2000 mm. Nous sommes dans les zones tropicales et ici, lorsqu'on construit, on doit également construire les structures susceptibles de résister à ces genres de précipitations. Pourquoi les climats impactent négativement les routes? Parce que lors de la précipitation, nous allons remarquer que il y aura des infiltrations qui vont toucher le sol qui supporte la chaussée, par exemple le cas de la chaussée. Nous allons remarquer que lors des infiltrations, il y a des structures qui supportent, c'est-à-dire les couches qui supportent la chaussée, sont souvent lessivées. Lessivées ici, c'est décapé. Donc, lors de notre ruissellement, lors du ruissellement, l'eau a tendance à éroder les structures. Et au niveau des structures, il y a aussi, au niveau de ces sols, il y a aussi des sols qu'on appelle des sols gonflants, par exemple, dans le cas des argiles. Les argiles sont des sols qui ont des minéraux gonflants. Donc, lors de précipitations, ces minéraux ont souvent tendance à engorger de l'eau. Et lorsque nous sommes en phase de sécheresse ou encore lorsqu'il y a le soleil, et ces sols gonflés vont se rétrécir. Et imaginons que les sols se rétrécissent et il y a une chaussée dessus, nous allons remarquer qu'il y aura des affaissements, il y aura des tassements sur la chaussée. Donc, du coup, c'est pourquoi il est primordial de connaître le climat de notre zone avant d'ériger toute construction. Et c'est en fonction du climat qu'on peut adapter le dosage, par exemple, de notre enrobé, en fonction de la chaussée, par exemple. C'est en fonction du climat de la zone, on peut élaborer des méthodes géotechniques qui peuvent rendre le sol stable ou encore la chaussée stable pour pouvoir résister à des intempéries. Donc, plus on a la maîtrise sur le climat de la zone, plus la chaussée peut être durable. Donc, du coup, voilà pourquoi, avant de rentrer dans le bref du sujet, il fallait donc rappeler le climat que nous avons dans la zone tropicale, puisqu'au Congo, nous sommes dans une zone tropicale. Et nous avons une saison de pluie qui est intense en octobre, en mai, et les températures également varient de 25 à 28 degrés Celsius. Ici, pourquoi on parle de température alors que nous ne sommes pas en hydrologie, nous ne sommes pas en géographie, nous sommes en géotechnique? Les températures, là aussi, ont un impact souvent négatif sur la durée de vie des infrastructures linéaires. Pourquoi? Parce que plus il y a de soleil, plus il y aura l'oxydation des enrobés, donc du bitume, qui constitue la couche de la chaussée. Donc, en fonction de ça, on saura comment doser. On va voir dans le cours, dans le corps de notre conférence, comment, à travers les températures, comment, à travers les précipitations, comment on devrait normalement doser notre chaussée. Alors, les infrastructures linéaires au Congo, on va parler un peu des infrastructures linéaires au Congo. Elles représentent, au point de vue de route,
Elle représente à peine 18 kilomètres. Donc, nous avons tout le Congo. Nous avons 18 kilomètres, juste 18 000 kilomètres de route au Congo, 18 000 kilomètres de route. Donc, 5% est juste bitumé. Donc, au Congo, tout le goudron que nous avons au Congo, le bitume, les routes qui présentent les bitumes, ils représentent juste 5%. Et nous avons juste à peine 18 000 kilomètres. Donc, vous voyez que le Congo, c'est encore un chantier qui est encore en construction. Également, le chemin de fer qui relie Brazzaville et Pointe-Noire. Nous avons également les réseaux de distribution d'eau et d'hydrocarbures, sans oublier des lignes électriques. Alors, on a parlé du climat. On a parlé du climat. Il est aussi crucial de parler des caractéristiques géotechniques du sol. Alors, les infrastructures érigées reposent sur des structures sur le sol. Donc, ces structures-là reposent sur des sols. Donc, connaître les caractéristiques de ces sols permet à permet, euh, je disais, on va passer aux caractéristiques géotechniques des sols. Donc, je disais, connaître les sols euh, nous ramène à ériger des structures durables. Pourquoi? Parce que plus nous avons la connaissance sur le sol, plus on peut connaître le comportement du sol, plus on peut prendre des précautions sur comment améliorer ou pas le sol support de nos futures infrastructures à ériger ou encore les infrastructures qui existent. Donc la connaissance du sol support est tellement importante. C'est pourquoi je me rappelle lorsqu'on était en Master 1, on nous disait qu'un bon géotechnicien est d'abord un bon géologue. Donc plus vous connaissez la structure du sol, plus vous connaissez les paramètres géotechniques ou encore les paramètres des sols supports, plus vous avez la capacité de construire des infrastructures linéaires durables. Alors, connaître ces sols-là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut savoir quels sont les sols qui sont sensibles à l'eau et quels sont les sols qui ne sont pas sensibles à l'eau, ou encore quels sont les compartiments ou encore les sols capables de supporter les charges de notre future construction. Alors, ici, nous sommes dans les zones tropicales. Alors, au niveau des zones tropicales, les sols souvent qu'on utilise pour supporter la chaussée, ce sont des formations de sols qui résultent de l'altération chimique des formations existantes en fonction des températures élevées, chaleur, pluie. Donc, ces deux éléments-là combinés vont entraîner une altération chimique ou encore mécanique qui donne naissance à des sols qu'on observe comme la latérite. Nous avons la latérite, comme nous avons les sables, les formations sableuses ou encore des argiles. Alors, au niveau de la chaussée, ce qui nous concerne pour les infrastructures linéaires, ce qui nous concerne, c'est la maîtrise. Quelles sont, pour que les infrastructures soient durables, pour que les infrastructures linéaires soient durables, quelles sont les caractéristiques de sol qui devraient être élaborées, qui devraient être utilisées pour permettre à ce que la chaussée puisse avoir une longue durée de vie, pour permettre à ce que le chemin de fer, par exemple, notre chemin de fer Congo-Océan, pour qu'il ne puisse pas subir des dégradations prématurées, ou encore des chaussées puissent subir des dégradations prématurées. Alors, lorsque nous avons la connaissance sur ces sols, on peut également dire que ce type de sol ne pouvant pas supporter la chaussée, par rapport à ces caractéristiques ayant soit la sensibilité à l'eau, on peut pratiquer à des méthodes de substitution. Donc voilà pourquoi il faudrait premièrement connaître les structures de sol. Alors, parmi le sol, tout à l'heure, je venais de dire que sur la zone tropicale, nous avons pour des chaussées des 0 à 2 mètres, nous avons des latérites qui sont souvent mélangées. On peut avoir des latérites argileuses. Ici, lorsque nous avons des latérites argileuses,
Au niveau des infrastructures, lorsque les infrastructures linéaires reposent sur des formations comme de la latérite argileuse, il faut procéder soit à des corrections, procéder soit à l'amélioration du sol. Donc, plus nous avons la connaissance du sol, plus on peut construire des infrastructures durables. Alors, les latérites argileuses vont de 0 à 2 mètres en fonction de la topographie. Et il y a également les latérites graveleuses. Donc, il y a un mélange latérite et des graves. Et ensuite, nous avons toujours de 0 à 2 mètres en fonction de la topographie. On peut également retrouver les sols organiques. Alors, lors de la construction des infrastructures, lorsque nous avons ces types de formations, on procède souvent par la substitution soit des formations des sols organiques. Alors, de 2 à 10 mètres, souvent on retrouve les argiles kaoliniques, les sables argileux, ferrugineux et les latérites indurées. Et au-delà de 10 mètres de profondeur, nous avons souvent des formations sédimentaires, les grès et le substratum, donc le substrat. Alors ici, ce n'est pas de la pédologie que nous sommes en train de faire cette partie, c'est juste pour vous montrer l'importance, au fait, le rôle que joue le sol au niveau des infrastructures linéaires. Parce que les infrastructures reposent sur les couches. Et les couches qui constituent souvent le socle des infrastructures, ce sont des formations que nous avons, des formations géologiques. Alors, en dehors des infrastructures rochers, en dehors des formations tropicales, on va passer, troisièmement, on va essayer de voir leurs caractéristiques géomécaniques. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'apprécier, qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sol, on peut l'utiliser comme étant matériau de construction. Ce sol, on doit le substituer. Ce sol, oui, on peut le garder. Ça peut supporter la chaussée. Ça peut résister à l'eau. Ça peut résister à l'érosion. Ce sol est capable soit de soutenir, de garantir la durée de vie de la chaussée. C'est en fonction des propriétés géomécaniques des sols. Alors, parmi les propriétés géomécaniques des sols, il y a les éléments qui est tellement important. Et parmi les éléments à retenir, on doit toujours identifier la plasticité. Donc, chaque sol a une teneur IP qu'on appelle l'indice de plasticité. Pour les latérites argileuses, donc pour des sols, ça sont des abacs. Au fait, les abacs, là, des ingénieurs géotechniciens, les experts, lors des missions soit de contrôle, on peut vous envoyer aller contrôler, par exemple, une entreprise chinoise qui est en train de construire. Alors, il peut arriver qu'il y a des magouilles sur le terrain, mais c'est à travers ces normes-là qu'on peut dire que la chaussée que vous êtes en train de construire ne fera pas 5 ans, ne prendra pas 10 ans, parce que vous ne respectez pas les normes, par exemple, les teneurs, soit la plasticité, ou encore le gonflement, ainsi de suite. Alors, du point de vue indice de plasticité, pour les argiles, la mauvaise teneur varie de 15 à 40. Lorsque nous avons l'indice de plasticité qui va de 15 à 40, là, on dit que nous avons un mauvais sol en face de nous. Alors, si vous avez ces genres de formations, donc les infrastructures reposent dessus, on va subir quoi? On va subir des dégradations. Ça va subir des dégradations. Donc, du coup, on ne peut, on doit le carter. En dehors de la plasticité, vous avez aussi l'indice CBR. Quand l'indice CBR, varie entre 5 à 15%, nous avons un mauvais sol. Le gonflement également de moyen à élevé, ça c'est pour la latérite argileuse. Et la perméabilité ici, c'est la capacité au fait de l'eau de pénétrer une formation rocheuse ou encore un sol. Alors la perméabilité, la vitesse au niveau de latérite argileuse, la vitesse est de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 9. On voit comment la vitesse au niveau des latérites argileuses, la vitesse de percolation est tellement élevée. Donc, du coup, lorsqu'on arrive sur ce genre de formation, on dit que non, bon, on ne peut pas laisser notre future structure, encore la structure sur ce genre
des sols de fondation qui va constituer soit une couche de fondation ou encore une couche de base. Alors, soit en fonction du projet, soit on doit le substituer, soit on doit procéder par des méthodes de traitement. Alors, en dehors de la latérite argileuse, nous avons également la latérite graveleuse. Alors, la latérite graveleuse ici présente des paramètres excellents du point de vue plasticité. Euh, la plasticité varie entre 5 et 15%. L'indice de plasticité est de 5 à 15%. Lorsque nous avons ce genre d'indices, on dit oui, on peut également, ce sol-là peut être considéré comme étant sol support pour nos futures infrastructures et ça peut résister aux conditions climatiques et encore, ou encore résister à des différentes charges. Il y a également le gonflement. Le gonflement est faible parce que la latérite graveleuse n'a pas des minéraux argileux, ou soit les minéraux argileux étant moindres, donc le gonflement est faible. Et la vitesse, la vitesse de percolation, donc la perméabilité, elle est faible. Or, les sols organiques, ce sont des mauvais sols pour la construction. Donc, on voit bien que l'indice de plasticité est au-delà de la normale, donc de 20 à 60, et le CBR est inférieur carrément. Donc, ça dit la portance est très faible, inférieur à 5%. Le gonflement très élevé, parce qu'au niveau du sol organique, nous avons des ténères élevés en argile, et la perméabilité, elle est comment? Elle est très, très élevée. Alors, pourquoi ces études-là nous permettent, au fait, ces ABAC, leur rôle, c'est de nous, ce sont nos outils, en fait, qui permettent de dire qu'on peut construire de façon durable. Et en fonction d'un budget quelconque, on peut construire des infrastructures qui peuvent durer dans le temps. Alors, pour les latérites argileuses, on peut les utiliser, mais tout en améliorant, ainsi de suite. Alors, statistiquement parlant, il y a une étude qui a été réalisée à Brazzaville et révèle que 65% des dégradations routières sont dues au drainage, et 25% aux instabilités géotechniques. Alors, lorsqu'on dit drainage ici, on parle de l'eau. On parle de l'eau. Donc, l'eau est un élément très dangereux pour la construction. Donc, c'est pourquoi, au départ, j'ai dit qu'il fallait respecter, il fallait connaître d'abord le climat et réaliser le dosage en fonction de nos climats. Allez, en troisième moment, n'oublions pas que notre thème, c'est l'identification, la gestion des risques géotechniques, des infrastructures linéaires dans des zones tropicales. Alors, on ne peut gérer ces infrastructures sans pourtant connaître sur quoi ces infrastructures se reposent. L'instabilité des formations qui supportent les infrastructures entraîne également le tassement, le fondement de la structure. Alors, c'est pourquoi, c'est pourquoi ici, on passe à l'identification des risques géotechniques. Alors, comment identifier les risques géotechniques? Alors, nous avons ici, ces images nous présentent les différentes. Ici, ce sont les résultats, en fait, ces images nous présentent les résultats des manifestations de ce que j'ai dit au préalable avant, des intempéries, les effondrements, le climat et la nature du sol. Dans ces images, nous avons euh, les résultats les résultats de la manifestation du climat en fonction des sols instables ou stables. Alors, plus nous avons les paramètres du genre la pluviométrie élevée, plus les paramètres hydriques sont élevés, nous allons remarquer qu'il y aura des effondrements, des glissements de terrain
il y aura les tassements au niveau de structure de la chaussée. Alors, lorsque le drainage est mal maîtrisé, cela conduit à des risques majeurs au niveau des structures linéaires. Donc, parmi les causes, parmi les éléments à maîtriser pour que nos structures soient durables ou encore mettre du temps, il y a la maîtrise de l'eau. Donc, lorsque notre eau est bien gérée, lorsque notre eau est bien canalisée, nous allons remarquer que les structures vont avoir une longue durée de vie. Alors, plus ces eaux ne sont pas drainées, nous allons remarquer que les structures auront tendance à subir des déformations, auront tendance à subir des pathologies. Et du coup, à ce moment-là, les couches qui sont susceptibles de supporter les structures vont être attaqués par l'eau, par la sensibilité de l'eau, puisqu'ils sont sensibles à l'eau, et ensuite subir des effondrements. Et au niveau de ces couches, au niveau des sols, ou encore des couches qui supportent nos structures, il y a les propriétés complexes. Donc, je prends par exemple le cas de sol argileux. Tout à l'heure, on a dit que plus il y a des argiles, les argiles étant des minéraux, les argiles ayant des minéraux gonflants, lorsqu'il y a pluviométrie, l'eau va s'infiltrer. L'eau s'infiltre. Quand l'eau s'infiltre, lors de la sécheresse, les argiles vont se dégonfler, ensuite libérer de l'eau et vont subir quoi? Une diminution de volume. Du coup, lorsqu'il y a une chaussée dessus, qu'est-ce qu'on va constater? Il y aura quoi? Il y aura des nids de poules, il y aura des tassements au niveau de la chaussée. Et si nous sommes, par exemple, pour le cas de chemin de fer Congo-Océan, lorsque les structures, les eaux ne sont pas drainées, lorsque les eaux ne sont pas canalisées, nous allons remarquer que les couches seront exposées à des risques géotechniques, notamment l'infiltration. L'eau s'infiltre par percolation et va lessiver les grains et il y aura et crée une instabilité qui provoque au fait le tassement et encore rupture, provoquant ainsi les risques majeurs, les causes majeures que vous avez en face. Donc, en un mot, pour éviter ce genre de catastrophe, il faut procéder au drainage de l'eau pour permettre à ce que les infrastructures linéaires durent. Donc, il faut drainer de l'eau. Il faut utiliser les canalisations. Il faut utiliser les systèmes de drainage. Il faut utiliser les bio-ingénieries, la végétarisation, pour permettre à ce que le sol soit stable. Plus le sol est stable, plus la portance de la chaussée sera stable. Et la structure aura tendance à mettre un temps record. Donc, du coup, ce sont des éléments qui sont très, très importants à maîtriser. Alors, là, nous avons toujours les manifestations de ces conséquences pluviométrie, type de sol, mauvais type de sol, l'intensification de l'eau, du climat qui est mal, l'eau étant mal drainée. Donc, du coup, là, nous sommes en train d'identifier les risques. Ici, parmi les risques, nous avons le risque de tassement, nous avons le glissement de terrain, nous avons le fondrement, nous avons également les ruptures du sol et l'instabilité des talus. Alors, pour ce faire, pour pouvoir gérer tous ces risques géotechniques, pour éviter arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors construire de façon responsable, construire de façon durable, à respecter les normes.
à améliorer le type de sols qui sont capables de supporter la chaussée. Également, pratiquer les services d'entretien de façon responsable. C'est pourquoi, troisièmement, nous allons regarder comment gérer, comment évaluer le risque. Nous allons procéder à l'évaluation des risques. Comment on fait pour évaluer les risques géotechniques au niveau des structures? En premier lieu, lorsqu'on arrive sur le terrain, il y a d'abord un contact, un premier contact. Et le premier contact, c'est quoi? C'est l'identification des risques. Lorsqu'on arrive sur le terrain, n'oublions pas qu'il y a une différence entre risque et danger. Et comment identifier le risque sur le terrain? C'est au premier lieu. Lorsqu'on fait l'évaluation, premièrement, on procède par une identification des risques, voir un peu le tas de la chaussée, regarder un peu la nature du sol, comment est le sol, est-ce que les canalisations sont présentes, comment sont les tassements, qu'est-ce qui engendre les tassements, quel est le type de sol que nous avons dans la région. Plus ce sont des informations, plus ce sont des structures linéaires du point A au point B, est-ce que ce sont les mêmes types de couches de sol? Est-ce que les caractéristiques sont les mêmes? La complexité du comportement de sol joue de beaucoup sur la durée du structure. Donc, du coup, il faut identifier les risques pour pouvoir le traiter. Parce que si on n'identifie pas premièrement le risque, on ne pourra pas le traiter. Donc, voilà pourquoi en premier lieu, il y a la phase d'identification des risques. Et deuxièmement, après l'identification des risques, en deuxième lieu, nous avons l'analyse des risques. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on a identifié, on a amélioré et on a identifié les différents risques sur le terrain, les aléas, on a cartographié, on a identifié sur une étendue et ensuite on passe à l'analyse. L'analyse ici, c'est savoir quel type de risque. Est-ce qu'il s'agit seulement, est-ce que le problème est seulement dû à la chaussée? Est-ce que c'est le climat? Soit le climat, soit c'est juste le rétrécissement de la chaussée, ou encore juste la charge du trafic. Donc là, maintenant, c'est l'analyse sur le terrain. Ce sont des questions qu'on se pose sur le terrain. Ce sont des questions que l'on se pose sur le terrain. L'analyse des risques, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a analysé, on a évalué et on va estimer, donc l'analyse des risques, évaluation de la probabilité des risques, estimation des conséquences. Alors, on va également voir les conséquences. Est-ce que si on ne traite pas cette situation, qu'est-ce que ça pourrait engendrer dans 2 ou 3 ans? Et puisque les risques géotechniques, les catastrophes ou encore les pathologies géotechniques des structures commencent par un petit tassement. C'est d'abord un tassement. Plus les structures vont passer. Les voitures vont passer dessus. Les voitures vont passer. Les biens, les poids lourds, ça va recevoir le poids lourd. Au fur et à mesure, le tassement s'enfonce. Et avec l'arrivée de la pluie, qu'est-ce qu'on va constater? Il y aura maintenant un relâchement du sol. Donc, c'est ça qui permet d'évaluer que le risque, si on ne le traite pas, le fléau ou encore l'estimation du problème, si on ne le traite pas, on va arriver à un effondrement, on va arriver à un glissement de terrain, par exemple. Parce qu'en géotechnique, le fait que deux grains se relâchent, lorsqu'il y a la cohésion devient faible entre deux portions de sol, cela peut générer des catastrophes bien évidemment naturelles. Et l'élément déclencheur, l'élément numéro un déclencheur, c'est le climat, notamment la pluviométrie. Donc, plus il pleut beaucoup, plus on doit élaborer des méthodes de telle sorte que la conception soit reliée, soit adoptée au type de climat. Voilà, on va voir un peu plus bas quel type de construction qu'on doit utiliser
Et lorsqu'il y a des catastrophes naturelles comme ça, lorsqu'il y a des catastrophes comme ça, genre effondrement et tout, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ne plus revivre ce genre de catastrophes lors de la construction des structures ou encore comment traiter ces types de phénomènes. Alors, troisième moment, toujours sur la méthodologie d'évaluation du risque, nous avons le traitement. Donc, en troisième lieu, on aura maintenant le traitement de risque. Ici, on va définir maintenant les méthodes qu'on utilise pour assurer la gestion, pour anéantir l'hémorragie de notre structure ou encore de la conception et faire recours à des solutions techniques. Et quatrièmement, assurer le suivi de façon permanente. Assurer le suivi de façon permanente, utiliser la technologie comme le SIG au niveau de la chaussée, au niveau, par exemple, pour les types des infrastructures linéaires comme les lignes électriques, utiliser la télédétection, savoir que dans telle zone, attention, dans telle zone, depuis Brazzaville, on peut savoir que à Bilinga, par exemple, la formation qui est là devient de plus en plus instable, donc on doit aller le renforcer pour ne pas que les pylônes puissent tomber. Donc là, maintenant, c'est au niveau 4, le suivi. Donc, il y a des méthodes d'adaptation, des stratégies qu'on utilise pour réaliser le suivi, comme la télédétection, la cartographie, ainsi de suite. Alors, ensuite, après ça, une fois que nous avons évalué le risque, nous avons le risque en face de nous, alors il faut le traiter. Il faut donc le traiter, il faut le gérer, puisque le problème est là, ou encore avant toute construction. Il y a deux cas. Soit le problème est déjà là, on a mal construit au départ et on doit procéder par des entretiens. Là, ça devient plus coûteux. Donc, c'est pourquoi en construction, en géotechnique ou encore en génie civil, vaut mieux bien faire au départ ou pour ne pas dépenser lors du coût des entretiens. Parce que les coûts des entretiens sont plus élevés par rapport au budget du projet au départ. Alors, le risque, le danger est là, nous avons le risque ou encore le danger est là. Comment faire pour le traiter? Et une fois, étant ingénieur géotechnique expert, on ne peut pas apporter des hypothèses tout court. Et qu'est-ce qu'on fait? On repart sur le terrain pour faire la reconnaissance du site. Et lorsqu'on part faire la reconnaissance du site, on, on fait la première phase que j'ai parlé pour l'évaluation du risque, une étude de documentation en identifiant le risque. Et on fait également l'identification des formations géologiques au niveau de la zone. Bon, on va regarder. Par exemple, je prends un cas, nous sommes à Kinkala, le problème, l'effondrement s'effectue ou soit au niveau de Mindouli, il y a le fondement, un tassement de la chaussée qui s'est fait. Mais on ne va pas seulement résoudre le problème au niveau de Mindouli. Il faut savoir au niveau de Kinkala jusqu'à l'UTT, quelles sont les formations géologiques qui sont là. Est-ce que si on résout le problème au niveau de Mindouli, les formations qui sont au niveau de Kinkala ne vont pas subir le même problème? C'est là où on fait la cartographie. On fait également l'étude géologique, la documentation. Bon, si la formation s'est effondrée ici, ça veut dire que l'étude de confortement qu'on doit réaliser à ce niveau, ça doit être la même étude qui doit se faire au niveau de Kinkala, par exemple. C'est pourquoi il faut faire une étude de documentation. Regardez, est-ce que c'est la même formation géologique ou encore c'est le même type de sol? C'est le même type de sol ou encore la même couche de fondation qui va de Kinkala jusqu'à Mindouli. Est-ce que ce sont les latérites argileuses ou encore les latérites graveleuses, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est ces structures-là qui sont, ces méthodes-là sont très importantes. Donc, on repart sur le terrain, on fait une étude d'identification de risque, en prélevant, en faisant une étude de documentation, en identifiant les formations touchées et on identifie également,
en sachant également là où se trouve le niveau de la nappe. Donc, plus nous avons les nappes phréatiques, vous allez voir que l'eau va beaucoup plus affleurer. Alors, on passe. Ils ont compris. Alors, on passe, et m'excuser, après les essais de terrain, on effectue les essais de laboratoire. Ça, ce sont des différents essais d'identification pour identifier les sols. On réalise le type granulométrique, les lignes d'Ateberg, tout ça là, c'est dans la bibliographie. Et ensuite, il y a, une fois que nous avons fait ceci, tout ça, la première des choses, comme j'ai dit au départ, la solution numéro, la première solution est de effectuer le drainage de l'eau. Donc, premièrement, avant, avant de traiter notre sol, il faut faire quoi? On doit d'abord drainer l'eau. Plus l'eau est drainée, plus le sol ou encore la structure aura une longue durée de vie. On va éviter les phénomènes comme le tassement, le lessivage des couches qui supportent le souci ou encore les infrastructures linéaires. Nous allons également avoir un prolongement de la durée de vie de la chaussée. Alors, comment réaliser le drainage? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la conception du système de drainage longitudinal ou fossés latéraux et on va procéder par le dimensionnement. Calculer, il y a des méthodes qui existent et ici, la méthode, par exemple, ici, c'est la méthode qui permet de savoir quelle est la quantité d'eau qui tombe sur une surface quelconque. Donc, délimiter les bassins versants, analyser les débits d'eau et ensuite, on peut procéder par les méthodes les différents types de canalisation. Dire que par rapport à la quantité d'eau qui tombe sur cette zone, on peut soit créer un caniveau de telle dimension ou encore de telle dimension. Donc, en un mot ici, je vais juste vous faire savoir que la première solution technique pour assurer la gestion des infrastructures linéaires de façon durable, il faut procéder par le drainage d'eau. Donc, réaliser le drainage d'eau. Et ensuite, voilà, là, ce sont les types de drainage qui existent. Comment on peut drainer l'eau? Il y a le drainage de façon profonde. Donc, on utilise la, on utilise les dispositions géotechniques, on appelle les géotextiles filtrantes, donc les tuyaux en phase de PVC profonde, et faire de telle sorte que tous les eaux qui tombent sur un bassin versant aient le même exutoire, donc puissent sortir par un même point de sortie et canaliser, au fait, drainer l'eau. Une fois que l'eau est drainée, on peut penser que, on peut estimer que notre chaussée aura une longue durée de vie. Après le drainage, après le drainage, alors une fois qu'on a drainé, voilà, là, ce sont les différents types de drainage. Là, nous avons un caniveau qui permet de recueillir tous les eaux pour ne pas que l'eau puisse s'infiltrer au niveau de la chaussée, ne pas que l'eau puisse s'infiltrer au niveau de la chaussée pour favoriser les effondrements ou encore le tassement de notre chaussée. Alors, ensuite, une fois, on peut procéder par les méthodes de drainage. Une fois qu'on a drainé, alors il peut arriver qu'on construise dans une zone où le sol est instable. Il peut arriver qu'on construise dans une zone où le sol est instable. Il faut procéder par les méthodes d'amélioration. Le budget, il peut arriver que le gouvernement ou encore le maître d'ouvrage dit que moi, je veux que ma formation puisse passer uniquement sur ce tronçon-là. On ne va pas dévier pour aider soit la population. Mais étant géotechnicien, on sait que le sol dans cette zone est un mauvais sol. Or, la structure ne peut pas passer dessus sans pourtant être traitée. Sinon, on aura des effondrements. Sinon, il y aura des risques majeurs. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit donc procéder par de traitements. Or, on doit donc procéder par de traitements. Or, parmi les traitements que nous avons, il y a la stabilisation et amélioration des sols. Et on utilise le traitement à la chaux. Le traitement à la chaux, qu'est-ce qu'on fait?
on fait, lors d'une première étude, on constate que le sol, qui sera comme couche de fondation ou couche de base, présente les caractéristiques qui ne sont pas favorables pour recevoir une chaussée ou encore proches. Bon, alors, pour améliorer ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mélange avec soit la chaux ou encore un mélange avec de granulats qui présentent les paramètres géotechniques comme l'indice Hébert, la plasticité, la perméabilité capable de supporter non seulement les charges au niveau de la chaussée, aussi de résister à l'eau, puis d'avoir une portance et tous ces éléments-là réunis feront que notre structure puisse avoir une longue durée de vie. Alors, parmi ces méthodes, nous avons le traitement des formations avec la chaux. Bon, cette méthode a été beaucoup utilisée ici au Congo. Il y a des étudiants, des ingénieurs qui ont travaillé dessus et qui ont apporté des fruits. Et l'augmentation ici, l'augmentation du CBR varie de 5 à 25. De 5 à 25 lorsqu'on traite, lorsqu'on utilise ce genre de méthode. Donc, après amélioration, après mélange, traitement, étude au terrain, au laboratoire, on va constater que le CBR, l'indice CBR qui était instable, après traitement, l'indice CBR va augmenter. Et cette méthode-là permet la réduction de l'indice de plasticité. Donc, le gonflement, l'indice de plasticité sera réduit. Donc, cette méthode a été également expérimentée. Alors, comment la méthode s'effectue? Alors, premièrement, on utilise on va procéder par scarification du sol de 20 à 30 cm. Ensuite, pulvérisation et malaxage avec la chaux. Humidification, ça c'est au laboratoire, ça se passe au laboratoire. Puis, on va mélanger et ensuite ramener sur le terrain pour voir ce que ça donne. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau des images. Il y a ce qui est blanc là, c'est la chaux. Ce qui est blanc, c'est la chaux. Ensuite, ce qui est blanc, c'est la chaux. Et ensuite, on mélange et à la fin, nous aurons de bons résultats. Alors, pour ne pas trop, pour bien gérer le temps, les compter, on va passer. On a démarré en retard. Et il y a aussi le traitement avec le ciment, c'est pratiquement la même chose avec la chaux. Là, le sol a été traité avec le ciment. On prend un sol qui présente les caractéristiques instables. La chaussée va passer dessus. Donc, on doit d'abord traiter géotechniquement le sol pour pouvoir rendre le sol stable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mélange avec le ciment qui présente avant les bonnes caractéristiques. On le mélange pour avoir une bonne couche de fondation et une bonne couche de base. Et à la fin, on doit comparer ces paramètres-là aux ABAC qui existent au niveau des normes. Alors, les deux méthodes que je viens de montrer présentent des résultats acceptables, mais ces méthodes-là sont coûteuses, très coûteuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant expert, ingénieur, un ingénieur ou encore expert en géotechnique, alors, les maîtres d'ouvrage veulent avoir des structures durables, mais à moindre prix. Donc, il faut faire de telle sorte que leurs besoins soient réalisés. Donc, ces méthodes-là sont coûteuses. Les lions hydrauliques, par exemple, la chaux coûte cher. Il faut déplacer, imagine l'étendue. Si on veut construire, par exemple, une route qui va quitter Pointe-Noire jusqu'au Cabinda, imaginez mettre le ciment, mélanger, traiter le sol. Si nous avons un mauvais sol, par exemple, sur cette surface, traiter chaque partie du sol, vous allez remarquer que ça sera coûteux. Alors, il faut maintenant procéder par des méthodes plus efficaces, mais qui sont aussi durables. Et parmi ces méthodes, c'est ce qu'on appelle par les méthodes mécaniques. Les techniques innovantes, ce sont des techniques innovantes qu'on appelle par la lithostabilisation. Et ces techniques-là, au Congo, Monsieur Aoué a travaillé déjà là-dessus. C'est également le professeur Aoué a travaillé dessus et ça a rapporté des résultats très, très intéressants. Donc ici, la lithostabilisation, c'est quoi? Toujours dans le sens d'amélioration, en assurant la gestion
euh, de nos risques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va traiter le sol qui était au départ instable en utilisant des granulats comme le granit, le calcaire concassé. On le mélange. Ici, on n'a pas besoin du ciment, on n'a pas besoin, par exemple, de l'ion hydraulique, mais on mélange soit la latérite avec la latérite qui était instable au départ avec le calcaire. Et ces deux éléments, chimiquement, par exemple, au niveau du calcaire, il y a le CaO, il y a la chaux qui est là. Au niveau de la latérite, nous avons du fer et l'aluminium. Et ces éléments-là, chimiquement, seront combinés et vont faire de telle sorte que la formation qui était instable puisse donner des paramètres géotechniques acceptables, comme le CBR. Le CBR sera augmenté, l'indice de plasticité sera faible, réduit. Vous allez voir que la perméabilité sera également faible. Donc, cette méthode a été clairement acceptée et elle est, non seulement elle est moins chère, non seulement cette méthode, la lithostabilisation, elle est moins chère, mais ça permet aussi que euh, les résultats obtenus soient également dans des normes, donc dans des paramètres sévères qui sont pratiquement euh, pareils pour une couche, par exemple pour une couche de fondation pour la chaussée ou encore pour une couche de base pour la chaussée. Et ici, cette technique, on appelle ça la lithostabilisation. Prendre deux formations, on le mélange et ça donne. Alors, on a réalisé, on a réalisé un cas pratique. Un cas pratique, là, c'est sur le terrain. On a élaboré, ça c'est un cahier. On avait élaboré, on avait déjà expérimenté cette méthode de la lithostabilisation. Et dans ce projet-là, moi également, j'y étais, comme étant ingénieur, on était chez Safou, monsieur Lucas, donc il y avait quatre ingénieurs et moi également, j'étais là. Alors, ils étaient en train de construire un cahier, euh, une, une chaussée, là où sera érigée l'agence HMR, puisque HMR aussi aura des bus comme Océan du Nord, ainsi de suite. Il fallait construire leur structure. Et maintenant, aux alentours, il fallait mettre une chaussée. Or, lorsqu'on a fait des études géotechniques, la première partie, identification, ainsi de suite, on a fait des sondages, nous avons remarqué que au départ, le sol présentait des caractéristiques géotechniques très faibles, médiocres même. Alors, s'il fallait faire, par rapport au budget qui a été donné lors du projet, le budget était faible. Donc, s'il fallait acheter le ciment pour stabiliser, ici, il fallait acheter la chaux pour stabiliser, le défi devait être plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la lithostabilisation. On a pris, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la latérite. En rouge, là, c'est la latérite. En gris, les formations grises en bas, c'est le calcaire. Donc, on a utilisé la lithostabilisation en prenant une portion du calcaire concassé, les calcaires concassés, donc qui n'était pas au départ dans le projet, et la latérite qui était là puisqu'on devait faire la chaussée. Cette partie-là, la couche de fondation devait être la latérite. Or, la latérite était argileuse. Une latérite argileuse, on a vu au départ, présente des caractéristiques géotechniques faibles. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant l'améliorer. En l'améliorant, les moyens n'étant pas là, on a utilisé la lithostabilisation en prenant le calcaire également concassé, en le mélangeant, et c'est ce qui a donné, à la fin, ça a donné des résultats très, très acceptables. Et parmi les résultats, le CBR qui était au départ, à 22, le CBR, on a eu des CBR, des valeurs de CBR qui ont galopé des 10% à 30%. Vraiment galopé. Et l'indice de plasticité qui était au départ 22, et l'indice de plasticité, on a eu des indices de plasticité inférieurs à 5. Vous voyez, vous avez vu, on a amélioré la couche susceptible de recevoir notre enrobé bituminé. Donc, on a amélioré et ensuite, cette amélioration a permis également que la portance soit élevée, soit normale et résiste également à des intempéries.
Voilà. Là aussi, c'est toujours dans la lithostabilisation. Toujours dans la lithostabilisation. Bon, là, je ne vais pas trop en parler. Là, c'est à Dangote. À Dangote, on est en train de construire une route pour que nos engins, à Dangote, à la mine Dangote, on utilise des structures balèzes qu'on appelle des Komatsu. Donc, des Komatsu et des Volvo, ce sont des engins qui sont énormes, qui conduisent les matières premières pour fabriquer le ciment, comme le calcaire, la latérite. Donc, or, il y a des moments, parfois, on fait des longs trajets pour aller chercher cette matière première. Alors, il fallait construire des routes aussi de façon durable. Donc, ici, on a également utilisé les mêmes types de processus. On a utilisé la lithostabilisation de façon entre guillemets, euh, de façon naturelle. De façon naturelle, on a pris la latérite, on a d'abord mis une première couche qui était le calcaire. Après le calcaire, euh, on a associé une deuxième couche. Chez nous, on appelle ça le hobiclé, mais c'est la latérite. C'est la latérite. On a mis la latérite dessus. Et après la latérite, on a encore ajouté une couche en haut du clinker. Donc, du coup, ça donne une portance susceptible de recevoir des trafics au-delà de 60 à 70 tonnes. De 60 à 70 tonnes. Vous voyez? Donc, tout le jour, le trafic passe par là. Donc ça, ce sont les méthodes de la lithostabilisation. Et ma thèse de doctorat porte également sur je travaille sur les méthodes d'amélioration de sol pour la chaussée, sur les lithostabilisations. Alors, ensuite, ensuite, le résultat après la lithostabilisation. Voilà les résultats après la lithostabilisation. Ça, c'est pour le projet que je vous ai parlé de CAI. On avait constaté que le CBR qui était avant de 8 à 12%, le CBR a galopé. Après, nous avons eu un CBR compris entre 35 à 55. On n'a pas utilisé le ciment, on n'a pas utilisé les ions hydrauliques, mais c'était mécaniquement parlant. Ensuite, l'indice de plasticité qui auparavant était entre 15 et 22%. Après la lithostabilisation, l'indice de plasticité est descendu à 8. Et la portance au départ qui était faible, on a eu une portance élevée et qui a permis, lorsqu'on a fait la comparaison avec des abacs, pour les couches de base, les couches de fondation, on était dans les intervalles. La sensibilité à l'eau, au départ, en CAI, qui était forte, et après, après la lithostabilisation, on a eu une sensibilité, c'est-à-dire l'imperméabilité, la sensibilité à l'eau était devenue faible. Donc voilà. Et quel est l'avantage de cette méthode? La solution coûte relativement moins cher. La lithostabilisation, la solution coûte relativement moins cher. La disponibilité, les matières sont disponibles à côté. Donc, non seulement vous allez préserver l'environnement euh, par la pollution en dioxyde de carbone, plus vous partez pour la matière par de longs trajets, il y aura la libération. Hein, la fumée, là, lorsque les engins dégagent de la fumée, c'est le dioxyde de carbone. Plus vous allez polluer, mais si à côté vous avez la matière, vous venez sur la matière, vous mettez, vous allez regarder, vous allez diminuer le taux de pollution du point de vue carbone. Et ensuite, ça va permettre que la matière locale soit utilisée, cette méthode, et ça permet que l'économie est réalisée. Lorsqu'on avait fait une étude de cas, puisque lorsqu'on a réalisé cette étude, il fallait faire une étude de cas. Si on devait utiliser le ciment ou bien la chaux, on dépensait donc import plus ciment, on était autour de 100%. Donc, quand je dis 100%, on était, s'il faut faire le budget, parce que je n'ai pas voulu mettre tout ça ici, c'est le produit de Touy. Bon, je vais juste parler en termes des chiffres. Si le projet au départ, c'était un projet de 40 millions, alors avec le ciment, traitement avec le ciment ou la chaux, maintenant avec la lithostabilisation, on va avoir pratiquement les mêmes résultats, mais au lieu de dépenser 40 millions, on dépense 18 millions. Donc vous voyez, on passe de 40 millions à 18 millions, ça fait des bénéfices. Voilà.
On passe. Alors, ici, ce sont les solutions, cas d'étude de traitement de la chose. Bon, voilà, ici, c'est juste des exemples. Voilà, vous avez des exemples pour les cas d'étude pour le traitement avec la chaux. Comment ça peut générer des résultats importants. Pour le premier cas, on avait un sol latéritique argilé, donc l'indice de plasticité était de 25 à 40. Après traitement avec la chaux, on a remarqué que l'indice de plasticité a diminué. Donc, plus ces méthodes sont utilisées au niveau de la chaussée, nous aurons des structures linéaires durables. Donc, ça, c'est ce que nous devons retenir. Donc, pour construire de façon durable, nous devons, premièrement, gérer l'eau, gérer le drainage, stabiliser notre couche, les couches de fondation et couches de base. Ensuite, réaliser les études de surveillance. Voilà, ça permet que les routes puissent avoir une longue durée de vie. Alors, sur la première image, excusez-moi, ici, l'image qui est en bas, vous remarquez qu'au niveau des talus, les talus ne sont pas protégés. Alors là aussi, c'est un problème. Lorsqu'il y a l'eau, vous voyez, de part et d'autre, les talus ne sont pas protégés. Lorsqu'il y a l'eau, il y aura quoi? Il y aura lessivage, ruissellement, effondrement, tassement, tout ça. Ça va arriver au niveau de notre structure linéaire qui est la chaussée au milieu. Et c'est ce qui crée les risques géotechniques. Alors, ensuite, on peut procéder. Ici, c'est l'amélioration. Une fois là, on protège nos talus. Pour protéger le talus de l'eau toujours, on utilise les méthodes géotechniques qu'on appelle par les gabions. Là, ce sont les murs de soutenement des talus qui permettent à ce que l'eau ne puisse pas s'infiltrer au niveau des couches qui sont sur le talus pour protéger toujours la chaussée. Ensuite, voilà, là également, c'est la même chose. Les méthodes de protection de talus, il y a la végétalisation, il faut planter des gazons pour protéger les talus des phénomènes d'érosion, inondation, d'érosion, glissement de terrain et tout ça là, et ensablement pour protéger les talus par les gabions et ainsi de suite. Là, ce sont les méthodes utilisées pour la protection. Le tassement différentiel, le drainage existant, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, et pour conclure, comme recommandation, je dirais que euh, la priorité ici, c'est la maîtrise de l'eau, la réhabilitation, le drainage surdimensionné, valorisation de matériaux locaux, géosynthétiques, ainsi de suite. Et renforcement, renforcement de nos structures géotechniques à la fin pour pouvoir gérer de façon durable nos structures. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Voilà, je suis pratiquement à la fin de mon exposé. Donc, je remets la parole à M. Hardy. S'il y a des questions ou quoi, voilà, je suis à la fin. J'ai fini. Je pense que votre micro est coupé, monsieur Hardy.
Ah oui, je disais vraiment merci pour cette belle présentation. C'était vraiment appétissant et très engageant, en tout cas, avec les problèmes soulevés. Ah, il y a pas mal d'idées. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous levez tout simplement la main. Si vous ne pouvez pas parler, alors mettez la question dans le chat. Donc, on va commencer par Monsieur Ardèche, le sage. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Et donc, moi, c'est Ardèche Le Sage, Ngoma. Actuellement, je suis en France. Je suis ingénieur en développement durable et spécialiste dans les questions du bilan carbone. Alors, ancien géologue, pourquoi? Parce que je ne pratique plus la géologie depuis un moment. Donc, je m'appelle maintenant ancien géologue. Alors, j'ai une question. Mon ami Yves, il a largement parlé sur les infrastructures linéaires dans les zones tropicales. Dans les zones tropicales. Alors, j'ai une question concernant cela. Plus précisément dans des contextes, notamment dans des contextes africains. Par exemple, dans les projets d'infrastructures linéaires en zone tropicale, comment adaptez-vous les modèles géotechniques pour tenir compte de l'évolution hydromécanique des sols, par exemple sous l'effet des cycles climatiques extrêmes plutôt? OK. Monsieur Hardy, je peux répondre? Ah oui, oui, oui. Voilà, donc sur les conditions climatiques, dans les milieux tropicaux, les structures linéaires euh, construites de façon durable, on doit tenir compte des paramètres sévères. Ça veut dire qu'il y a des paramètres qui existent. Par exemple, si on prend la norme NF 96-063, qui donne tous les abacs de construction euh, dans les zones tropicales. Donc, le CBR, par exemple, doit aller jusqu'à 88%. Ça veut dire lorsque nous sommes à 88%, peu importe les intempéries, lorsque nous avons eu des structures comme ça, donc les CBR sont tellement élevés, peu importe les intempéries, les érosions, nous allons voir que notre structure va durer dans le temps. Donc, il y a des abacs qui existent et les normes de construction qui existent. Donc, l'indice de plasticité doit être inférieur à 5. Donc, dans les conditions tropicales, l'indice de plasticité doit être inférieur ou égal à 5. Voilà. Donc, il y a des normes qui existent dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Voilà. S'il y a peut-être d'autres questions. Quand vous allez dans une zone pour construire une route, est-ce que vous Oui. recommencez tout de zéro? Par exemple, tu as parlé, vous faites la documentation. Est-ce qu'il y a eu des sondages Mhm. déjà faits? Est-ce qu'il y a eu... Mhm. Hein? Voilà quoi la Oui. géologie. Est-ce que vous recommencez tout Voilà. de zéro ou bien vous avez déjà quelque part où aller puiser la documentation? Bien, ça dépend. Ça dépend du risque qui est là. S'il s'agit, par exemple, si il s'agit d'un problème de sol, on constate que, n'oublions pas, étant géologue, il y a des apports de l'eau. L'eau, il y a la sédimentation. L'eau arrive quand il y a des dépôts. L'eau ramène, l'eau est souvent chargée par des éléments, des sables, ainsi de suite. Il peut y avoir dans une zone l'ensablement. Et lorsqu'il y a l'ensablement dans une zone, donc ça dépend de cas, au lieu de recommencer tout à zéro, après l'étude de sondage, après l'étude d'identification, si le problème consiste juste, tient juste compte sur la formation qui est endommagée, qu'est-ce qu'on fait? On protège, on délimite une surface quelconque, soit il y a eu un effondrement, glissement de terrain, on délimite cette surface et on réalise l'étude de confortement. Soit il faut faire un mur de soutènement pour éviter le glissement de terrain, ou soit procéder par substitution. Substitution, ça veut dire on enlève tout le mauvais sol qui est là et ensuite on remplace dans
un bon sol, donc terrassement, et ensuite remblai, puis on fait passer la chaussée, tout en faisant des études géotechniques. Maintenant, s'il s'agit d'un cas d'ampleur, par exemple, je prends un exemple, le cas de la corniche. La corniche s'était effondrée. On n'a pas enlevé toute la corniche. Il fallait d'abord étudier la partie derrière le ministère de la Défense. La partie s'était effondrée, mais on n'a pas enlevé toute la corniche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié quelle était d'abord l'origine du problème. Quelle était l'origine du problème? Lorsqu'on a fait des études, on a les études d'identification, on a remarqué que le problème était au niveau du compactage. Donc, lorsqu'on avait compacté, au lieu de compacter couche par couche, donc il y avait une épaisseur de couche, le compactage s'est fait de façon l'autre là. Et nous sommes dans une zone de berge et les murs de soutenement n'ont pas été protégés et la couche était exposée à l'eau. Les couches de fondation étaient exposées à l'eau. Donc, du coup, c'est ce qui avait entraîné le fondement. Plusieurs fois, quand l'eau venait cogner sur les couches de fondation et couches de base, ça entraînait, la compaction n'était pas solide, ça entraînait un relâchement de grains de sable qui a provoqué l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait procéder par substitution et protéger le mur de soutènement. Lorsqu'on arrive, vous allez voir que le sol est maintenant protégé. Voilà. Donc, ça dépend des cas, au fait. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments à votre Ah, question, docteur euh, H. la clarification, juste que je demandais de quoi vous vous servez, au fait, pour commencer une étude. Voilà, pour commencer une Est-ce étude, que on vous se allez sert. consulter des rapports déjà faits ou bien vous allez directement sur le terrain comme ça? Non. Au préalable, il y a d'abord une étude de documentation. Obligatoire, on doit toujours consulter. On doit voir la géologie de la zone, on doit connaître l'hydrogéologie de la zone, à quel niveau se trouve la nappe. Peut-être que le problème n'est pas le ruissellement, peut-être que c'est l'eau de la nappe, il y a une nappe phréatique. Donc, on étudie la documentation, on commence toujours par la documentation. Et s'il y a une entreprise qui était d'abord maître d'ouvrage, qui a construit le projet avant, et on en prend une autre entreprise, l'entreprise là doit chercher à se référer à la documentation. Ceux qui ont construit la partie qui ne s'est pas effondrée, quelle est leur documentation? Quels sont les résultats qu'eux, ils avaient obtenus à travers ces résultats-là? Et on s'appuie pour aller un peu plus en profondeur. Donc, vous allez Voilà. consulter ces entreprises, c'est ça? Et ils donnent les documents aussi facilement. Ben, non, consulter les entreprises, c'est trop. Parce qu'il y a un règlement d'intérêt aussi qui est là. Vous voyez, par exemple, on voit des experts, comme au niveau de l'NSP, il y a le professeur Aoué qui est là, on vient vers un expert, on lui dit, bon regarde, professeur Aoué, bon, nous sommes une entreprise de construction BTP, bon, vous étant l'autre là de la matière, vous avez travaillé pendant plusieurs années au BCBTP, euh, bon, nous avons besoin de savoir dans telle zone, une documentation dans telle zone. Bon, l'expert étant de la matière peut placer un étudiant là. Et l'entreprise supporte les études des étudiants. Par rapport, là maintenant, c'est par rapport à l'expert. Ou également, on peut faire une étude préalable avant même la documentation. Si, au fait, ça dépend du cas. Il peut arriver que la documentation n'est pas là. Et là, on commence par la phase G1. Puisque les études géotechniques, il y a 4 phases. Il y a la phase G1, il y a la phase G2, G3 et G4. La phase G1 consiste à l'identification. Donc, on procède maintenant par la phase G1. Identifier, cartographier par vous-même. Là, maintenant, le budget ne sera plus la même chose. Donc, ça dépend des cas de Donc, figure. ce qui vous avantagerait, par exemple, c'est d'avoir déjà ces documents-là au préalable disponibles. Bien Ça évidemment. sera Bien vraiment évidemment. rentable. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Maintenant, vous avez aussi parlé au niveau des pentes, là. Est-ce qu'il faut, Des euh, mhm. voilà, les pentes au niveau des chaussées? Pentes au niveau des les pentes.
Oui. Ah, les murs de soutènement, oui, oui. Est-ce Hmm. est-ce qu'il faut recouvrir toutes les pentes qu'on voit au niveau des chaussées? Ou bien, Ça dépend, là aussi, ça dépend du type de risque. Il peut arriver que le sol est très instable. Il peut arriver que le sol, bon, c'est un sol graveleux, mais c'est juste une partie qui s'est effondrée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On procède par une végétalisation. Il y a plusieurs méthodes. Les méthodes, au fait, sont adaptées par rapport au risque. On peut arriver dans une zone, on constate que dans telle zone, euh, les murs de soutènement, on n'en a pas besoin parce qu'il s'agit d'un sol graveleux, mais c'est juste une partie qui contient plus d'argile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les délimiter? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le protéger, qu'est-ce qu'on fait? On peut procéder par la végétalisation. On plante, on met les gazons, la végétation, par-ci, par-là, de telle sorte que lorsqu'il y aura la pluviométrie, l'eau puisse s'infiltrer. Au lieu que l'eau s'infiltre, donc l'eau ne va pas s'infiltrer, l'infiltration ne sera pas pareille comme, comme lorsqu'il n'y avait pas la végétation, ou s'il s'agit d'un cas où le sol est en état de délabrement, c'est-à-dire que la teneur en argile est élevée et c'est un sol qui est gonflant et qui est susceptible d'entraîner un glissement de terrain, alors qu'est-ce qu'on fait? On réduit d'abord le talus. On réduit le talus, on procède par les études de confortement. Après études de confortement, on peut soit utiliser les géotextiles. Si vous avez vu la protection des murs de soutènement, la protection des murs de soutènement, ou encore on peut utiliser un système de drainage qu'on appelle par les, les panneaux planches. Donc, on met, c'est que lorsque vous arrivez, par exemple, si vous prenez la route nationale, lorsque vous arrivez à Malemba, la descente de Malemba, vous allez voir les géogris qui sont là, il y a l'eau qui sort carrément au niveau de la roche. Donc, on a mis, par-ci, par-là, on a mis des tuyaux. Donc, c'est pour drainer au fait l'eau. Donc, il y a plusieurs systèmes de confortement. Mais c'est après des études de talus. Et on peut également utiliser les logiciels. Par exemple, si vous me permettez, s'il y a la possibilité, je peux soit apporter une formation sur les logiciels géotechniques qu'on utilise souvent pour voir le facteur de sécurité. C'est pour dire que là, en tout cas, il y a un danger, il faut faire une étude, il faut conforter. Par exemple, le logiciel Plaxis 3D que j'ai, le logiciel Plaxis 2D, et ce logiciel-là, à travers les données géotechniques du terrain, permet de déterminer le facteur de sécurité, dire que là, il y a un problème. Et le logiciel vous propose les méthodes de confortement à la limite près. Il vous dit, en tout cas, par rapport à ce facteur de sécurité, voilà la méthode que vous pouvez utiliser pour traiter votre talus, soit réaliser les études, soit faire un mur de soutènement. Il est convenable de faire un mur de soutènement pour éviter un basculement, ou bien utiliser juste la végétarisation, la végétation. Voilà. non, c'est formidable. Pour la formation, oui, on va trouver avec les étudiants ou, je sais pas, les professionnels comment organiser ça. Plus c'est les formations, il faut toujours bien cibler le Voilà. groupe. En tout cas, des logiciels qui existent. Ces Ah, logiciels-là, je reçois plusieurs demandes. J'ai déjà eu à faire une formation avec les étudiants au Maroc en ligne. hum, Depuis Bouassa, depuis au village, je suis en train de dispenser une formation en ligne. hum. Et il y a même au BCBTP, je suis allé donner une formation aux travailleurs de BCBTP de Brazzaville sur place et qui ont été payés, mais à Congo Science, vu que moi, je suis Congo Science, donc c'est à Congo Science de gérer. D'accord. Bien, Voilà. il y a une question là pour Est-ce ne pas que j'ai me une question monopoliser. rapidement, Hardy, par rapport au logiciel dont il parle. Est-ce que si les gens sont en ligne ou à distance, ils ont la possibilité d'avoir ce logiciel et faire la pratique, parce que ce n'est pas de En tout leur côté cas, la théorie. euh, voilà. Monsieur Hardy, vous pouvez répondre à la question, je n'ai pas bien saisi. Non, est-ce que les gens peuvent avoir accès au logiciel en ligne? Bien évidemment. Bien évidemment, il y a des formations que je fais en ligne avec les Marocains, les Algériens. Il y a plusieurs formations que je fais en ligne, bien évidemment. Mais sauf qu'en ligne, bon,
On peut vous envoyer en ligne, souvent c'est compliqué, on peut vous envoyer le logiciel, mais ça demande la licence d'installation. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas de la matière, pour installer ça, c'est difficile. Donc, il faut tout un processus. Alors, quand c'est sur place, en face, en tout cas, il y a plus de facilité d'installer le logiciel. Le logiciel Plugis DD est libre jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on a utilisé en master. Le logiciel Plugis 3D, je l'utilise pour ma thèse. La licence est payable. Donc, j'ai une licence de 5 ans. Et Mais je à travers n'avais, ça, je peux faire je des n'avais pas autres. posé la question, tu allais cacher le BGR. Il ne faut pas te comporter comme un bon fakir. Il Donc, faut, ce qui est payant là, c'est combien? Parce que si on veut faire C'est la le Plugis publicité 3D. pour demander aux C'est gens le de Plugis faire la 3D. formation et ils s'y sont intéressés d'avoir le logiciel installé dans leur ordinateur, parce que ça, c'est un truc technique, c'est pas de la théorie. Et surtout, ce qu'on ne veut pas faire dans Commotion. En vrai, on enseigne des gens des choses pratiques qui sont aptes, dès qu'ils sortent de la formation, d'aller exercer. Voilà. Donc, c'est Effectivement. combien? Voilà. Ça peut être Bon, combien? Ce qui est gratuit, est-ce qu'il y a la possibilité d'expliquer aux gens la facilité? Ou si on te donne l'accès de l'ordinateur, par exemple, avec même Zoom, quelqu'un peut te donner la main sur son ordinateur et installer. il n'y a pas de Ou souci. est-ce qu'il y a la C'est comme je facilité vous l'ai d'avoir un dit. fascicule pour leur expliquer l'installation? Voilà pourquoi j'ai essayé C'est d'intervenir ce là. que je vous dis, s'il vous plaît, c'est ce que je vous dis. Ici, c'est Congo Science. Donc, moi, je ne peux pas dire faire ceci, faire cela. Donc, à la fin, je crois, Monsieur Hardy, peut-être, viendra vers vous avec plus d'informations pour vous dire comment faire. Mais je peux toutefois me confier à lui et je peux pas, je sais pas lesquels qui sont en ligne. Parfois, ce sont les gens qui m'ont vendu la licence qui sont là en ligne. Et bon, quand je publie leur licence comme ça, bon, on peut beaucoup parce que c'est une licence qui coûte très cher et bon, on m'a donné ça, on a payé un prix vu que c'est la recherche. Donc, je ne dois pas être commerçant en fait. Mais alors, si ce sont des formations, bon, dans le cadre académique, ben ouais, là, ils permettent que je le fasse, mais d'être commerçant et tout, dire que bon, processus d'installation. Sinon, dès que vous serez connecté, automatiquement, eux-mêmes, depuis la maison GeoStudio, ils peuvent couper. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est soit une formation en présentiel, si c'est en ligne, et donc c'est un processus. Je saurai d'abord comment pallier certaines oui, limites et on après va passer. réfléchir ensemble. Voilà. Une Allô? question de Madame Fidelvi Oui, Ngosini. allô? Oui, Présentez-vous. allô? Qu'est-ce que vous faites? Allô? On vous écoute très bien. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Bonsoir, fidèle. Je sais madame. pas. Oui, je suis Ngosini Fidelvi. Oui, J'ai été géologue à Mariengo au département. Vous me connaissez, ah, je me connais très bien. Actuellement, je suis dans un bureau de laboratoire géotechnique, disons, en bureau de contrôle. Bon, oui, Où comme ça? merci, monsieur. À Brazzaville? Non, non, la Pointe-Noire, je suis à Pointe-Noire. Ok. oui. Oui, merci Monsieur Yves pour votre présentation. C'était beau, j'ai aimé, j'ai écouté. Mais j'ai en fait deux questions. La Oui, première, vous avez parlé des problèmes qui font en sorte que nos routes se dégradent. Vous avez parlé du drainage. Hmm? oui, oui. Sinon, le cas où nous sommes dans des zones où il y a en fait des zones qui ne sont pas humides et Mhm. que route soit par exemple construite en T1, T2, je ne sais pas, T1, T2, et que les trafics lourds passent dedans. Qu'en est-il de ces routes-là? Disons Bon, là, les routes T1, T2, et que ce sont les oui, trafics lourds qui passent. Quel est effectivement. l'avenir de, oui, quel est l'avenir de ces routes? Bon, Il n'y là a maintenant, pas il de faut. problème. Oui, Allô? mhm. Oui, allez-y, madame. Ça, c'est la première question. Oui. Oui, la première question, c'est ça. En fait, qu'en est-il en fait de ces routes-là? Il n'y a pas de problème de Mhm. drainage, mais ce sont les routes T1, T2 et que les trafics lourds passent. Déjà, nous, ici au Congo, on a ce problème-là. On n'a pas des Oui, routes spécifiquement T1, T2, T3, T4. En fait, tout est mélangé.
Bon, actuellement Est-ce au Congo, on utilise le T3. La route nationale a été classée T3. La route nationale Brazzaville-Pointe-Noire, d'après les caractéristiques géotechniques, a été classée en T3. Trafic, parce que par jour, il y a au moins 1500 à 2000 voitures qui circulent. Donc, par rapport au trafic. Bien. donc, Je peux répondre, madame? oui, allô? Oui. Oui, je D'accord. Bon, vous écoute. voilà, s'il faut donner les éléments de réponse par rapport au type de trafic, bon, là maintenant, il faut faire une étude de structure. C'est ce qu'on appelle une redimensionnement ou encore le dimensionnement. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant doser la chaussée en fonction du type de trafic. Et là également, on utilise un logiciel. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Alizé. Par rapport au type Oui. de trafic. Oui, voilà, le logiciel Alizé. J'utilise aussi ça. Le logiciel Alizé te donne en fonction du trafic, en fonction des risques géotechniques, le type d'enrobé à utiliser et les dimensions qu'il faut élaborer pour que la route ne se dégrade pas. Mais attendez, vous pouvez donner quelle stratégie, par exemple, au gouvernement? Parce qu'à Pointe-Noire, c'est ce problème-là. Deux fois, on parle Voilà. du coût, Maintenant, on a pour... une fréquence oui, des voies, oui. Allez-y, allez-y, au gouvernement. on a une dégradation. Bon, d'autres disent non, le coût. Mais moi, je pense que c'est pas le coût, c'est peut-être les géotechniciens n'ont pas peut-être des stratégies à proposer au gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand vous voyez à Pointe-Noire, les routes qui ont été faites par les colons, ça résiste jusqu'aujourd'hui. Mais les routes faites actuellement, ça ne met plus du temps. Une dégradation précoce. Maintenant, étant géotechnicien, vous pouvez bâtir quelle stratégie pour convaincre, par exemple, le gouvernement à faire des routes durables comme des colons. Voilà. Maintenant, la stratégie ici pour construire des bonnes routes, ça dépend du budget. Aujourd'hui, on peut faire un devis. Je, Mhm. je crois que le monsieur doit être là en ligne parce que il m'avait demandé le lien, je l'ai envoyé. Avant de venir à votre réponse, il y avait un monsieur qui nous a fait appel. Non, vu qu'on gère un bureau d'études entre nos étudiants et tout, voilà, et qui ont fini à Maringouabi et tout, voilà. On a créé un truc comme ça et tout, géotechnique, on travaille en collaboration avec le BCBTP. Le monsieur nous fait comprendre que nous avons un projet, on construit un campus numérique, un truc comme ça, vers Talangaï et tout. Voilà, mais le budget, c'est ça. On lui dit que bon, par rapport à l'argent que vous offrez, on ne peut faire que 2 sondages. Et le monsieur veut faire 7 sondages par rapport à la somme qu'il donne. Donc aujourd'hui, il va de pair des moyens de financement qu'on met en jeu pour avoir des bonnes structures. S'il faut construire, pourquoi les routes construites par les colons mettent du temps? C'est parce que les colons, le budget était. Ça veut dire qu'il n'y avait pas. Bon, s'il faut parler de la politique, parce que moi, j'aime pas trop rentrer dans ce terrain-là, c'est un terrain qui est un peu glissant. On peut mettre, pour un projet Mon frère, tout de est politique dans 40 la millions, vie. Il n'y a rien de glissant. Parle pour toi. voilà, voilà, bon. C'est un projet, par exemple, de 40 millions, mais il y a quelqu'un, vous avez fait le dimensionnement, vous avez fait le type d'amélioration de sol, le confortement, tout ça là. Vous dites que bon, pour faire un bon type de route, de type T1 ou bien T2, il nous faut par exemple 125 millions. Mais le cas peut être de bourser 125 millions. Mais lorsque ça arrive de bureau à bureau à bureau, parfois, vous vous retrouvez par exemple avec 30 millions pour une chaussée du type T1. Et on vous dit, faites avec. Et vous croyez que les entreprises vont faire quoi? Les entreprises aussi vont vous construire des routes qui sont équivalentes à l'autre là, au budget qui ont été l'autre là, déboursés. Donc, en fait, c'est ça le problème. Mais sinon, pour pouvoir construire des routes durables, moi, ce que je peux dire au gouvernement, ce que je peux proposer au gouvernement, c'est de faire, déjà, nous, par exemple, on ne peut pas construire de route au Congo et on se réfère aux normes françaises. Non. Au Sénégal, au moins, ils ont amélioré ça. Le CBTP Sénégal existe. Mais quand vous partez au BCBTP, quand vous partez au ministère de Grands Travaux, on utilise encore les normes NF français parce que les Français, ils ont leur climat à eux. Ils ont des problèmes à eux là-bas. Ils ont des Excusez-moi, problèmes à monsieur. eux.
ils ont l'hiver, ils ont je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas comment arriver là-bas, mais ils ont leur situation climatique à eux. Mais nous, on construit toujours des routes en fonction de leurs normes. Mais il y a des ingénieurs qui sont là, il y a des travaux qui ont été soutenus. Bon, on peut prendre tous ces éléments-là, constituer des normes, de telle sorte que l'État étant gendarme, la gestion des régulations de grands travaux, à travers ça, peuvent maintenant contrôler les types de structures et savoir que là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais Je Monsieur sais Yves, pas. quand vous parlez des normes là, est-ce que le gouvernement connaît ces normes? Vous qui êtes géotechnicien, vous parlez, vous avez un bureau. C'est pas à vous de proposer, par exemple, les études qui ont été faites au Congo. On peut prendre ça et puis faire en sorte qu'on ait nos normes à nous. Déjà, tel que Et nous, on travaille seulement avec les normes françaises. Donc, il n'y a pas de normes voilà. au Congo, d'ailleurs. Oui, Et oui, il y en euh, a. Oui, allez-y, il y a, allez-y. on utilise le guide de Oui. dimensionnement. Là. Je ne suis pas Voilà, sûre. voilà. Voilà. Maintenant, actuellement, c'est encore, comme on dit, je travaille parmi mes directeurs de thèse. Il y a le professeur Aoué à l'NSP. En tout cas, du point de vue géotechnique, et le professeur Campena et M. Elenga Gentil. Du point de vue géotechnique, ces trois têtes-là, en tout cas, ils sont en train de travailler de telle sorte que nous puissions avoir des normes à nous. Mais vous voyez, comme disait le docteur Hardy dernièrement sur Facebook, Homo Science, ici, on peut avoir tout. On peut avoir toute la connaissance qu'il faut. On peut soutenir, avoir des données, des résultats. Mais s'il n'y a pas un moyen que ces travaux-là soient valorisés par nos gouvernements, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des ingénieurs congolais. Vous voyez d'abord ce qui se passe au Burkina Faso. Il y a des ingénieurs congolais qui sont là. Il y a des ingénieurs qui ont étudié, qui sont là, qui peuvent bien faire, puisqu'on le fait déjà aussi, même si c'est d'abord de façon cachée, mais on le fait. Et les réalisations aussi sont là. Mais lorsqu'il y a il y a des travaux de grandes envergures, nos autorités préfèrent aller prendre des Chinois, par exemple, qui ne maîtrisent pas d'abord la géologie du Congo, premièrement. Parce qu'un Chinois peut aller te construire dans une zone là où il y a une faille. Eh bien, mais c'est lui qui a fait la géologie du Congo qui dira que, attention, là-bas, vous construisez là-bas, il peut y avoir des grottes, il peut y avoir des formations karstiques. Si c'est une route de type T1 par rapport aux charges, attention, le calcaire, là où il y a le karst, vu qu'il y a l'eau en bas, attention, ça risque d'avoir des tassements. Parce qu'il connaît d'abord la géologie de son pays. Mais un Chinois viendra te faire juste la conception, le dimensionnement, il met tout, bon, de fond en comble, il est parti. Donc, au fait, c'est ça le problème. Donc, il y a plusieurs panoplies. Il y a ces panoplies-là. Il y a d'abord la valorisation. Les Burkinabés l'ont compris. Ils sont en train de construire une route de type 4x2. Avant de construire eux-mêmes, leur président a fait appel aux entreprises internationales. Ibrahim Traoré, en parenthèse, il a dit, bon, nous, on va avoir tel type de route. On lui a dit que pour construire ça, il faut 400, je ne sais pas, quelques milliards de francs CFA. Et ça doit être construit, ce que vous pouvez construire, le type de route que vous construisez, ça sera construit en 7 ans. Il dit, bon, d'accord, je ne vous fais plus confiance. Je veux faire confiance aux Burkinabés. Et il a fait appel aux experts, aux professeurs, aux ingénieurs et tout. On les a fait asseoir. Bon, nous, on veut faire ça. On vous donne maintenant la possibilité de le faire. Qu'est-ce que vous voulez? On met tout à votre disposition. Mais quand les ingénieurs burkinabés sont réunis, les experts sont réunis, ils ont dit, bon, nous, on a besoin que de 130 milliards de francs CFA pour que, au lieu de construire une route à 2 voies, on va construire une route à 4 voies avec 130 milliards, mais à un intervalle de temps de 3 ans. Et si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'il est en train d'acheter les bulldozers. Donc, c'est une route qui sera construite spécialement par des Burkinabés à travers les normes burkinabés et africains des zones tropicales. Vous voyez? Parce que c'est d'abord, ils ont fait confiance à des locaux. Donc, voilà, je ne sais pas Oh, si... d'accord.
Moi, je peux vous compléter, dans, Adi, dans parce la que la source, question de la dame est pertinente. J'ai fait un peu mon stage pour valider ma licence dans ce sens, parce que j'ai effectué ma mission de contrôle à Kinkala pendant la mutualisation accélérée. Donc, je pense que, et c'était même la question que mon chef de stage m'avait posée, pourquoi nos routes aujourd'hui ou les travaux qu'on effectue aujourd'hui ne mettent pas du temps? Je pense qu'il y a aussi, après j'ai dit à mon frère, tout est politique. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays où baigne la corruption. Donc, par exemple, ceux qui effectuent la mission de contrôle ne font pas bien leur travail. Ouais, parce qu'après, il y a la corruption. Le type de granulats ou de matériaux qu'on utilise pour aussi effectuer ce genre de travaux ne respecte. Est-ce que c'est le même type? Si tu vérifies les routes, pardon, tu parles par exemple de Pointe-Noire ou même de Brazzaville à l'époque, il faut comparer même des granulats. Ce n'est pas la même variété ou même mesure, hein, si je peux dire. Donc, tout est question de budget, tout est question de politique publique. Des grands travaux, s'ils avaient cette vraie volonté, comme est en train de dire monsieur l'ingénieur, il devait y avoir des gens sérieux qui devaient être là pour mener à bien ces politiques et définir les règles, voilà, pour chaque travaux effectué sur l'ensemble du territoire congolais. Mais malheureusement, comme la politique prend le dessus chez nous, mais ce n'est pas grave. C'est d'où aujourd'hui l'importance d'avoir Congo Science, parce qu'il faut forcer la main pour que demain, il ne s'agit pas de condamner ceux qui sont là. Demain, madame, quand vous serez ministre ou responsable des travaux publics ou directeur quelque part au BCPTP, c'est de comprendre ce qu'on est en train de dire ici et de mettre cela en application. Voilà le rôle de ce qu'on est en train de faire. Parce que dans 10, 20 ans, c'est vous qui serez à ce poste de responsabilité-là. C'est vous qui serez des conseils de ces gens-là. Donc, il faut comprendre déjà ces problématiques maintenant là. Parce que les Congolais, c'est ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'on fait là? Est-ce qu'il y aura d'impact? Oui, il y aura d'impact. Si on prend conscience. Parce que dans 10, 20 ans, c'est vous. Les Sassou et consorts ne seront pas éternels, ils vont partir. Mais comme ils n'étaient pas préparés à ce genre de problématiques, voilà pourquoi on est dans l'échec puissant. Donc, nous, on doit comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Voilà. Et le dire n'est pas un péché. On ne le dira jamais assez. À n'importe qui, on le dira. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit à mon frère, il ne faut pas avoir peur de parler politique. Tout est politique. Merci. En fait, c'est cette partie-là que je ne voulais pas aborder. oui, mais on ne peut pas parler des routes sans mentionner les décisions politiques. Après, Oui, on va oui, Je toujours vais, c'est ça. tourner là-dessus. je vais finir avec Effectivement. ma question. Bon, mais il y a une question sur quel est comment vous mesurez. Il y a, bon, je dois retrouver le nom là. Voilà, j'ai passé. Monsieur Hardy, je suis avec ma dernière question. Ah bon? D'accord, d'accord, continue. Et j'avais deux questions. Oui, allez-y, madame. Oui, la dernière, vous avez parlé de la lithos, de quoi? Habilité. Améliorer, oui. Oui, la Hmm. stabilisation. Vous avez beaucoup Hmm. parlé de la chaux, du calcaire. Mais si vous vous retrouvez dans un contexte où il y a, disons par exemple, la chaux est, disons, le coût est élevé, Mhm. étant technicien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez par exemple des éléments qui sont, des matériaux qui sont là, mais qui ne répondent pas. Est-ce que c'est Mhm. possible de mélanger 3 à 4 pour avoir la portance demandée dans le guide? Par exemple, pour les routes, il y a quand même des spécifications. On demande un Effectivement. certain, Mhm. on demande un Oui, oui. CBR pour une couche de fondation ou une couche de base et tout. Oui. Maintenant, si vous vous Mhm. trouvez dans ce cas-là, on vous dit par exemple, Monsieur Yves, on n'a pas assez d'argent pour le calcaire, pour la chaux que vous mentionnez là, et que vous avez Oui. beaucoup des matériaux, tels qu'au Congo, on regorge beaucoup de matériaux, hein. C'est peut-être que Oui. ça n'a pas encore été étudié. Maintenant, est-ce que vous pouvez mélanger 3 à 4, 5 matériaux pour avoir une portance demandée? C'est possible. Oui. Oui, c'est possible. Par exemple, je prends un exemple. Il y a un cas que mon directeur de thèse m'a mis en relation avec un étudiant de l'NSP qu'il est en train de suivre, qui est en génie civil, qui travaille en géotechnique.
cet étudiant travaille sur les déchets, donc les chasser. Donc, l'amélioration du sol en utilisant des déchets plastiques comme les chasser, tout ça là, les bouteilles, tout ça là, mélangés avec la chaux, le ciment et tout. Et voilà, on est là. Souvent, quand il arrive ici dans la Boueza, on se voit à l'UTT. Bon, il travaille également avec le calcaire aussi. Donc, oui, ça existe. On peut euh, on appelle ça les liants hydrauliques. Donc, il y a les liants hydrauliques qu'on utilise. Euh, il y a les châssis, par exemple, les sacs plastiques. On peut également utiliser la chaux. On peut également utiliser le ciment. Tout ça, c'est pour avoir une portance améliorée ou encore un sévère proche du guide. Alors, mais en faisant ça de façon tâtonnée, imagine, vous êtes dans un projet, les gens ont mis de l'argent en jeu. Donc, il faut déjà avoir une méthode qui peut apporter des résultats à la virgule près et non passer par des tâtonnements. Nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Voilà pourquoi il faut connaître la géologie du Congo. Si la route, c'est une route en construit par exemple dans le Mayombe, mais c'est nettement mieux. On utilise le granit à la place du calcaire. On n'a pas le calcaire, on a le granit. Le granit est encore plus confortable que le calcaire parce que le calcaire, c'est du karst. Il y a le CaO. Le CaO est attaqué beaucoup plus par l'eau. Donc, si ce n'est pas vraiment conforté, ça subit une dissolution minéralogique. Donc, les éléments chimiques subissent une dissolution. Mais le granit, vu que c'est une formation magmatique qui est, donc nous avons des amphiboles, le quartz, le feldspathe qui est là bien consolidé, ben, je ne pense pas que l'eau viendra les modifier ces caractéristiques-là. Et si vous êtes dans le Mayombe, vous utilisez le granit, il y Monsieur, a des nièces qui est là. Oui. Monsieur Yves, si le granit est par exemple loin, je peux dire, vous êtes par exemple à Pointe-Noire ou bien dans le Puy, le granit se trouve à Brazzaville. Mais le ça là aussi, ça on prend le granit emmené là où vous faites, là où vous Voilà. construisez. Non, là j'ai d'abord pris le cas du Mayombe. Là, j'ai d'abord pris le cas du Mayombe. Si la route se construit, par exemple, dans le Mayombe. Alors, lorsque nous sommes dans les alentours de Pointe-Noire, il y a le grave alluvionnaire qu'on peut utiliser. Les graves alluvionnaires, comme ça, qu'on appelle de façon abusive le gravier. On Voilà. peut utiliser le gravier. Euh, Quand vous êtes à Brazzaville, on utilise le grès des Linkissi. Donc, le grès des Linkissi, additionné à la latérite, vous avez une confortation, vous avez des valeurs sévères qui seront proches de la norme. Maintenant, quand vous allez faire les additions, vous allez procéder comment? Parce qu'il y a quand même des pourcentages. Vous n'allez pas Voilà, faire les mélanges. voilà. Là maintenant, là, si vous êtes dans un projet comme ça, alors il faut maintenant regarder, vous êtes sur un projet, il faut connaître déjà, étant géotechnicien, ingénieur ou bien technicien, vous êtes censé savoir que pour une couche de base, je dois avoir un CBR qui doit être aux alentours de 30 à 32%. Pour une couche de fondation, je dois avoir un CBR qui va de tel intervalle à tel intervalle. Alors, vous êtes dans un projet. Pour avoir une couche de fondation, l'indice de plasticité doit être comprise, par exemple, et plutôt doit être inférieur à 8. Alors, vous savez déjà que, premièrement, parce qu'il y aura une étude, il y aura d'abord la granulométrie. Il y aura une première étude. La première, pour procéder, vous procédez d'abord par une étude d'identification. Par la phase G1, vous partez sur le terrain, vous utilisez les sondages, vous prélevez, vous faites vos prélèvements, soit par des sondages, ou bien vous sélectionnez le matériau. Une fois que le matériau est sélectionné, d'abord granulométrie pour savoir si réellement les matériaux que vous avez identifiés sur le terrain, ça fait partie du fuseau, parce que lorsqu'on fait la granulométrie en géotechnique et en génie civil, il y a des fuseaux dans lesquels euh, les courbes d'identification doivent contenir des intervalles. Alors, vous faites votre granulométrie. Vous remarquez que au niveau de la granulométrie, et bel et bien, la courbe est respectée. Vous continuez vos études. Après la granulométrie, vous passez par des études mécaniques. Et là, vous faites des essais. Los Angeles, par exemple, pour, euh, pour les matériaux qui seront utilisés pour conforter.
et d'autres analyses, tout en se référant à votre guide ou encore vos abacs. Et lorsque vous faites des mélanges, maintenant, les mélanges également au niveau des abacs, il y en a. Par exemple, il faut avoir un mélange de 10%, 30%. Donc, au niveau du guide des abacs, vous en avez. Maintenant, si je peux avoir votre mail ou bien votre numéro, je ne sais pas comment, je vous envoie toute la documentation qu'il faut pour le type de mélange, par exemple, à effectuer et les intervalles qu'il faut respecter. Et là, peu importe le milieu que vous êtes, vous saurez que si je prends le granit de Nkuni, comme on était à la fois, on est des Tchakoutères, si je prends le granit de Nkuni mélangé avec le sable, j'aurai tel pourcentage. Allez, c'est parti. Si je prends le grès de Linkissi, mélangé à tel autre, là, je peux avoir les valeurs déjà de telle proportion, telle proportion, telle proportion, telle proportion. Donc voilà, et ça fait de vous un génie dans votre domaine. Ok, Donc, merci. il va mettre son numéro là. Vous pourrez le consulter par WhatsApp. Bon, Oui, et oui. donc le temps aussi est vraiment imparti. Juste une dernière question. Quel labo vous utilisez? Est-ce que il n'y a qu'un seul labo, le BCPTP, ou bien l'entreprise a son propre labo? Non, Adi, il y Pour, a une question là, le monsieur a posé dans le chat. Ah oui, j'avais même Il a oublié. Il y mis a deux Monsieur fois. Soviel Kouyakou qui a posé la question de savoir est-ce que les conditions climatiques, le changement climatique peut influencer les infrastructures. bien Donc, évidemment, c'est logique. J'ai même parlé de ça au niveau de la première partie là où je parlais climat. Bien évidemment, ils vont influencer puisque euh, avant, moi je me rappelle, lorsqu'on était petit, lorsqu'on dit saison de pluie, euh, 3 mois, plutôt 9 mois, la saison sèche 3 mois, la saison de pluie 9 mois. Et en tout cas, ça faisait aussi 9 mois la saison de pluie. Alors, actuellement, on constate qu'il y a maintenant une longue durée, par exemple, la saison de pluie. Alors, si vous avez construit de telle sorte que une chaussée ou encore l'amélioration de votre chaussée euh, soit équivoque à des températures de 28 degrés Celsius à 39 degrés Celsius. Et vous remarquez qu'actuellement, on a maintenant des soleils, de forts soleils. Et vous allez remarquer qu'il y aura une oxydation de la chaussée. La chaussée va subir une oxydation. L'enrobé va subir une oxydation et vous allez remarquer qu'il y aura des fissures, d'autres fissures que vous voyez au niveau des chaussées, au niveau du goudron, de façon vulgaire, des traces, ainsi de suite, les écartements. C'est le soleil. Plus la température augmente, plus les bitumes s'oxydent. Et au niveau des couches de fondation et les couches de base, plus il y a des infiltrations, plus les formations seront lessivées et ça va provoquer des érosions hydriques. Donc, bien évidemment que le changement climatique joue de beaucoup sur la construction des infrastructures. voilà. Voilà. Donc, je nous remercie et je pense qu'on aura encore peut-être une autre session pour continuer mieux ce thème-là. Donc, Voilà. je remercie là Kamou Kaya. Donc, il est à la fois géologue, il est à la fois businessman, il est aux États-Unis. C'est grâce à lui qu'on a l'accès à la plateforme Zoom, puisque je rappelle que nous sommes une association. Donc, on est là pour promouvoir la science et inviter les chercheurs à créer des solutions aux problèmes des Congolais. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre notre chat WhatsApp ou bien encore consulter notre site web Congo Science où on a essayé de rassembler la bibliothèque. Donc, il n'y a pas longtemps qu'on a créé ça. Donc, on a fait une bibliothèque où on a rassemblé toutes les études du Congo. Donc, si votre étude ne se trouve pas là, vous pouvez tout simplement nous envoyer votre étude. Depuis, sur le site aussi, vous pouvez le faire, hein. Vous n'aurez qu'à taper congoscience.com et
Une fois que vous y êtes, vous Missy, allez à la bibliothèque. Adi, Missy dit que on voit le lien, je pense, ici. Le Comme ça, lien? les gens peuvent cliquer. Ah oui, oui, oui. Mhm. On est en train de révolutionner la science petit à petit. On a l'année prochaine, peut-être même avant la fin de cette année, il faut qu'on puisse faire une conférence. Donc, préparez-vous. On va peut-être vous inviter. On va louer une salle. Voilà. Ah oui. On va vous écouter devant des politiciens. Donc, moi-même, je vais prendre en charge la salle. Et puis voilà, on a besoin de vous de venir expliquer. Parce Donc, qu'on ne veut plus pour les ces bêtises. études-là, par exemple, tu as parlé de l'étude de Kempena. Bon, on n'a pas retrouvé cette étude-là quand on avait fait la base de données. Tu peux l'ajouter dans le site web là. Oui, oui, Des d'accord. nouvelles Mhm. études qui sont sur le Congo. Comme ça permettrait à tous les étudiants ou bien les professionnels qui recherchent de la documentation sur ce qui est uniquement du Congo, au lieu de fouiller Google et tout. Voilà, on a déjà un hub où on peut aller piocher voilà, le travail. Donc, même ton mémoire qui a été fait sous le logiciel Plexus, Mhm. Mhm. on peut le retrouver là-dedans. Bon, mais donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour le reste, on peut continuer à causer. Donc, je vais arrêter là.